Bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre ici au sein de Mourou. Je suis très contente de vous recevoir ce matin ici à Ngaparou. Donnez-nous juste quelques petites secondes, le temps de partager ce live avec toutes les autres femmes. Et nous allons commencer dans juste quelques secondes. Et en attendant, je vous laisse un peu activer votre curiosité par rapport à ce qui se passe derrière nous. Donc, je vous laisse regarder ça et on commence dans quelques secondes. Bonjour Isse. Bonjour Sénat. J'espère que tu vas bien. Dès que tu Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien ou pas. Donc, merci en tout cas de nous rejoindre ce matin. Alors, je regarde. Alors, donc, comme je disais, ce matin, on est aujourd'hui avec Issa Diop Saho qui est en fait à la tête d'un réseau, le réseau Mourou. Comme vous pouvez le voir derrière, on est aujourd'hui chez elle. Elle nous accueille gentiment au sein de la boulangerie principale qui est au niveau de Ngaparou. Et je vais tout de suite laisser Issa se présenter. Donc, je rappelle juste que ce live, en fait, est un live d'inspiration dans le cadre du programme Linguère Digital Academy, qui est en fait un prolongement du Linguère Digital Challenge, qui a en fait pour ambition d'aider les femmes à aller encore plus haut, à renforcer la structure de leurs entreprises, à se former, à se faire coacher et aussi à avoir de l'inspiration avec des femmes qui font des choses extraordinaires tout au quotidien sur le terrain depuis 6 h du matin, c'est ça? Ou le même plus? 5h30. Donc depuis 5h30, on a l'habitude. Tu es réveillée. 5h00. Donc Issa, c'est ça. Issa, elle se rêve à 5h00 et sa journée commence. Oui, jusqu'à minuit 1h. Minuit 1h. Donc tu vas nous raconter tout ça. Donc aujourd'hui, on est chez toi. Alors Issa Diop, c'est qui? Alors, Issa Diop, c'est une jeune femme mariée, 2 enfants. J'ai essentiellement fait en fait, mes études à l'étranger. Donc, essentiellement, j'ai fait mes études au Canada. J'ai fait des études non pas en boulangerie ou en pâtisserie, mais en finance. Donc, j'ai eu une licence, un baccalauréat en finance. J'ai également eu une maîtrise en finance toujours et j'ai même également un doctorat en finance, donc tout le cursus au fait en finance. Tu as parlé un peu plus fort. Je sais que tu es réveillée depuis longtemps. Oui. Non, il faut que je renforce le nez une nouvelle fois là, pour parler encore plus fort. Oui. Et du coup, donc voilà, cursus, j'ai beaucoup plus travaillé au niveau en fait à l'étranger dans des structures comme des banques, des compagnies d'assurance. Et également dans une compagnie, en fait, un organisme fédéral qui s'appelait EDC. Donc, j'ai eu un cursus, je pense que beaucoup de Sénégalaises connaissent, que ce soit ici comme à l'étranger, et qui ensuite choisissent de revenir au pays. Donc, je suis revenue au pays depuis 2012. Tu es revenue au pays depuis 2012. 2012. Ouais. Alors, depuis 2012, alors que tu quittes en fait un monde de la finance, avec un doctorat en je ne sais plus quoi. Tu m'as perdu en fait quand tu as dit doctorat, tu m'as perdu. Mais tu quittes en fait ce monde-là à l'étranger et tu reviens au Sénégal. Et c'était quoi en fait? C'était quoi le moteur en fait? C'était quoi le moteur de ce retour au Sénégal justement? Alors, le moteur du retour, c'est que je pense comme chaque Sénégalais ou Sénégalaise de l'étranger, on a cette ambition de revenir chez nous pour contribuer à notre économie, pour contribuer également à notre pays. Voilà, donc ça se construit justement par les Sénégalaises en fait, et les nationaux. Et donc, mon mari et moi, on avait décidé réellement de retourner. Lui est retourné 1 an avant moi, en 2011, et moi, je suis revenue en 2012 pour voir en fait, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire, nos compétences, l'expérience qu'on avait acquis à l'étranger. Comment peut-être l'intégrer à notre société d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, vraiment, c'est un retour citoyen pour voir qu'est-ce que vous pouvez apporter, en fait, contribuer au développement du Sénégal. Et j'imagine qu'en fait, le fait de lancer en fait, ce réseau, c'est pas venu tout de suite. C'est pas inopiné. Alors, c'était quoi le cheminement en fait, qui a amené à la création de ce réseau? Alors, tout d'abord, lorsque je suis venue, j'ai eu un parcours classique également. J'ai eu un emploi, j'étais plus
DAF, mais d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelait Enablis. Oui. Qui s'appelle toujours Enablis et qui crée une connectivité entre les entrepreneurs sénégalais. Et donc, j'ai travaillé là-bas à peu près 1 an et demi, 2 ans, avant en fait d'être dans l'enseignement supérieur, parce que je travaille au niveau de ISM, donc le groupe ISM qui se trouve à Dakar, où j'ai commencé comme responsable en fait des masters et où j'ai terminé comme directrice de l'école de management. Donc, parcours, bon, assez atypique, mais qui explique également la raison pour laquelle j'avais quand même un petit background dans tout ce qui est création de réseaux d'entrepreneurs, même si la plupart des réseaux d'entrepreneurs, lorsqu'on entend ça au Sénégal, ce sont des entrepreneurs qui sont formels, alors que l'essentiel du tissu économique est justement formé par des entrepreneurs informel. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je faisais beaucoup d'articles de recherche qui portaient sur le parcours en fait, des entrepreneurs, en montrant en fait que notre économie est assez atypique. Donc, il y a des alternatives que les entrepreneurs d'ici choisissent, qui sont atypiques parce que ça ne va pas marcher peut-être à l'étranger, mais ça marche chez nous parce que, en fait, justement, notre économie et notre manière en fait, de faire est assez atypique. Donc, dans ce parcours de recherche-là, je parlais beaucoup au fait des femmes et également en fait de la manière dont on avait cette interaction, que ce soit en fait dans les régions, à travers les tontines ou même au fait ce système d'épargne qu'on arrive quand même à mettre en place. Et de fil en aiguille, moi, comme une bonne Ndiobène, j'aime le pain. Et du coup... on va dire ça. Une très bonne Ndiobène. Donc là, je l'assume totalement. Plus flanquer du sarro, là, c'est bon. Et donc, tout simplement, ce qui m'avait un peu titillé à l'époque, c'est qu'on est au Sénégal. Donc, à l'époque, je me rappelle, il y a quelques années, c'est plus Evian qui était commercialisé. Puis ensuite, de fil en aiguille, on a eu Kiren. Il y a des industries où il y a des touches au fait de l'économie qui sont essentielles dans un pays. Donc, on parle de l'eau, on parle du pain, on parle au fait de l'agriculture. Et pourquoi est-ce que cette interrogation, pourquoi est-ce que notre pain essentiellement est fait à base de blé? Sachant en fait que le blé, je le dis et je le répète toujours, pour qu'il pousse au Sénégal, au niveau du sol, il faudrait que le sol gèle. Donc, l'ensemble du pain qu'on consomme est fait en fait, de blé qui est importé. On ne produit pas de blé. Ce qu'on produit, c'est du mil, du maïs, du sorgho. On produit également énormément, pléthore en fait, de céréales sèches qu'on ne met pas suffisamment en valeur. Et ce qui est assez dommage, c'est qu'on s'est rendu compte avec l'expérimentation que lorsqu'on les intègre, non seulement ça va avec notre climat, mais en plus de ça, ça s'assèche moins et donc ça se conserve mieux. Et je ne parle même pas en fait des valeurs nutritives qui justement boostent ce qu'on mange. Au lieu de manger une coquille vide, on a réellement en fait des nutriments voilà, qui font la différence. Hein. Et donc, c'est dans cette optique-là, de un. De deux, lorsque je suis rentrée au Sénégal, je me rappelle que j'ai toujours voulu au fait, travailler pour une femme parce que je voulais vraiment un peu plus étudier ce tissu économique qui nous constitue. Et au Sénégal, on a tout le temps des vendeuses de Ndeki qui sont dans tous les quartiers. Tous les quartiers. Tout le monde mange là-bas. On a la table. Pain mayonnaise. Pain boulette. Pain mayonnaise. Voilà. C'est culturel, vraiment. C'est culturel. Ouais. Et ce sont des entrepreneurs, ces dames-là. Ouais, elles ont leur clientèle, elles ont leur portefeuille de clientèle. Ouais. Et je ne veux pas être nationaliste, mais la plupart en fait des grandes boulangeries sont essentiellement font la promotion en fait du pain, mais vraiment du pain français. Ouais. Et c'est vrai qu'au fait ça vient de France. Nous en fait ce qu'on connaît c'est le lard, c'est le tchaki, etc. le matin. Sauf que le Sénégalais produit de nous. Donc, c'était extrêmement essentiel réellement de pouvoir quand même essayer de voir une réflexion économique au-delà en fait de juste du pain. Ce serait vraiment en fait une réflexion économique qui puisse pousser à justement vouloir structurer ça. Comme en fait ça se fait peut-être au Liban, comme ça se fait en fait en Chine, où on a un système communautaire qui se construit, une économie qui se construit et qui fasse au fait que c'est une économie en chaîne.
Un bâton qui est donné en fait à une autre personne qui transmet, qui transmet, qui transmet. Du coup, en fait, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait du pain, mais pas seulement du pain, on va faire du pain, on va faire de la pâtisserie. Mais tout ça, en fait, avec vraiment un ancrage avec nos céréales sèches, nos céréales locales. Et honnêtement, ce n'était pas pris au sérieux parce qu'on s'amusait en fait avec les produits. Je suis allée voir en fait les dames des groupements pour leur dire mais quel type de farine vous pouvez nous faire. Donc on a commencé à faire les farines, les compositions des farines, à les intégrer, à l'enlever, etc. Et les dames m'ont dit, la plupart de ces dames qui constituent justement les groupements, elles sont en fait des vendeuses de déquilles. Elles me disent mais ce serait bien en fait qu'on puisse nous vendre au niveau de nos tables. Donc elles ont commencé à vendre. Et de fil en aiguille, au niveau du quartier, les gens ont commencé à consommer, à en redemander, etc. Et du coup, en fait, on s'est dit, bon là, maintenant, on va faire carrément une boutique et voir ce que ça donne. Donc, la boutique a été inaugurée en pleine crise du Covid. Donc, c'était pas facile, en fait, d'ouvrir une boutique. Mais même lors du Covid, je me rappelle en fait qu'on avait des appels des dames qui nous disaient nous, on veut continuer, on veut vraiment en fait se structurer et voir en fait ce qu'on peut faire pour pouvoir se formaliser dans notre business. Donc c'est dans cette optique-là, et à chaque fois que je vais en France, je vois en fait Paul, l'enseigne Paul avec ses kiosques dans les métros, dans les quartiers, etc. Et nous, en fait, on ne va pas prendre du copier-coller. Ça ne le fait pas. Ça ne marche pas de toute façon. Ça ne marche pas. On a une économie qui est déstructurée, qui est différente, mais qui marche aussi. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre les bonnes méthodes et les adapter en fait, à notre économie locale. Donc, le but en fait, du réseau Mourou, c'est d'avoir en fait, des boulangeries centrales, mais également d'avoir en fait, au niveau en fait, des kiosques, des déclinaisons, en fait, des petits points de vente qui sont brandés avec voilà, un logo et où les conditions sanitaires sont également respectées. C'est extrêmement important. Oui, parce que ce qu'on met dans la bouche, il faut en fait qu'on ait des conditions sanitaires et d'hygiène. Et en 2020, à chaque fois que je passe et que je vois qu'on charge en fait, des produits comme le pain, à même en fait les 7 places ou à même en fait des voitures qui ne sont pas adaptées, le produit n'est pas protégé. Et pourtant, ça s'est consommé en masse. Je me dis que rendu en 2020, on se doit de faire quelque chose et ne pas tout attendre de l'État. Certes, on dit pourquoi est-ce que l'État regarde, pourquoi est-ce que l'État ne fait rien, etc. Il y a eu des réformes cette année qui tardent à être appliquées parce que, au fait, l'organisme même étatique est très lourd, mais dans un esprit quand même en fait, assez indépendantiste, on se dit il ne faut pas tout attendre de l'État. Il y a certaines choses au fait qu'on peut faire nous-mêmes. On peut se structurer nous-mêmes et ensuite… On peut prendre en charge en fait sa santé, on peut prendre en charge, comme tu disais, en fait, structurer ces femmes-là avec des règles d'hygiène. Ça, en fait, il n'y a pas à attendre de l'État pour savoir qu'il faut balayer devant chez soi. Ça, c'est extrêmement important et je trouve que c'est une vraie valeur en fait qui est apportée dans ce réseau-là en termes en fait de formalisation aussi bien du point de vue marketing parce que tu parlais de Paul en fait où effectivement c'est une belle enseigne voilà avec beaucoup en fait de franchises qu'on trouve un peu partout et en fait tout est normalisé. C'est toujours quel que soit l'endroit où on est, c'est toujours le même pain. C'est toujours les mêmes normes, etc. Et je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'avoir les mêmes choses. Et d'ailleurs, je pense que tu vas l'expliquer. On voit, je pense que maintenant tu as un peu d'expérience et de retour sur les premiers kiosques. On voit qu'elles sont tout à fait capables de le faire et de tenir en fait ces petits points de vente. C'est beaucoup de points de vente, tu me diras combien il y en a aujourd'hui, mais de tenir ces points de vente avec toutes ces normes, toutes ces procédures d'hygiène, etc. Et donc aujourd'hui, justement, tu as commencé en fait avec quelques kiosques, tu as ouvert la boutique, mais j'ai l'impression que le réseau s'étend très rapidement. Comment ça se passe en fait, cette expansion du réseau? Ah, tout à fait. Donc nous, en fait, moi j'ai pris en fait, le background qui était mon background, c'est-à-dire tout ce qui est finance, structuration, gestion. Je l'ai exercé durant des années et je l'ai appliqué vraiment à une très petite échelle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a en ce moment 11 points de vente. On sera rendu à peu près à une vingtaine de points de vente d'ici à décembre. Et j'imagine que ça a été ralenti par rapport au Covid, toute cette histoire aussi. Pas vraiment. Pas les vraiment. gens consomment. Oui, c'est vrai que le pain.
Machallah. Covid ou pas, hein, on mange le pain, n'est-ce pas? Les gens consomment. Et puis en même temps, c'est surtout en région que ça se ressent parce qu'à Dakar, on a quand même une offre qui est assez, qui est assez pléthorique, alors qu'en région, c'est très compliqué. On a souvent, en fait, on parle de pain, mais moi, j'ai souvent des demandes, surtout par rapport au gâteau. Les gens, en fait, en région, lorsqu'ils fêtent un anniversaire, ils achètent des beignets à hauteur de 5 000, de 3 000, 4 000, 5 000. Et ensuite, voilà, des beignets ou des fatayas, tout le monde vient, tout le monde mange, etc. Sauf que de plus en plus, bon, l'occidentalisation a fait que l'enfant veut un gâteau. Il veut un gâteau. Mais un gâteau à 10 000, parfois, c'est très compliqué au fait de l'avoir. Donc, nous, en fait, on a des formules où, même au niveau au fait, des gâteaux, on a des gâteaux au fait, qui sont à peu près à 6 000, voilà, 6 000, 7 000, où, en fait, on a une intégration de bissap, de bouillie, de détar, de sapoti, de mourake, de café touba, de cidé. Vraiment, on s'amuse. Ouais. Et puis, à l'intérieur, en fait, voilà, on a plusieurs saveurs et même le nom de nos gâteaux est standardisé parce qu'on a des gâteaux Thiès, gâteau kaula, gâteau saumon, voilà. Donc, on a toujours cet écran-là au niveau en fait, de nos produits. Au niveau des pains, même chose, ce sont en fait des noms. Le pain Ngabadaï, c'est Awa. Le pain au maïs, c'est Binta. Le pain au mil, c'est Linger. Donc, chacun a une identité et ça fait au fait que lorsqu'on rentre dans la boutique, on a une histoire, on a une connectivité. Et même les dames, au fait, qui font partie du réseau, elles sont photographiées. On a des photos un peu partout. Donc, ça, c'est pas juste au niveau de la boutique principale, mais même au niveau des points de vente. Là, on a installé un point de vente dans la semaine, au niveau au fait, de la mairie de Gaparou. La dame, elle s'appelle Fatou, c'est la sorcière du réseau parce qu'elle a une bouche comme ça. Mais c'est une bosseuse. C'est une bosseuse. Elle est très contente au fait d'avoir sa livraison en fait, de point de vente. Et elle a en fait sa photo et quelques photos au fait, de dames qui sont au niveau au fait, de ses murs. Et là, en fait, voilà, elle-même, elle se positionne parce que les femmes du réseau, on les positionne vraiment comme des entrepreneurs. Donc, on les responsabilise. Et chacune est responsable de son point de vente. Chacune est responsable de son point de vente et elle doit développer en fait, son point de vente. Tout à fait. Et nous, en fait, on centralise parce qu'en fait, on a la raison pour laquelle on a gagné également le Linger Digital Challenge, il faut le dire, c'est qu'on met en place en fait, un système qui digitalise justement en fait, l'ensemble du processus. Et ça, j'ai la fierté quand même de dire que c'est une première au Sénégal. Parce que de par en fait, notre téléphone avec une application, j'arrive à voir maintenant à faire l'ensemble des commandes pour chaque petit point de vente de manière digitalisée. Elles-mêmes, elles peuvent le faire avec leur smartphone. Certaines arrivent à le faire, d'autres, elles ont encore un peu peur au fait de pouvoir le faire, mais elles ont en fait l'application et elles peuvent suivre leur chiffre d'affaires par semaine. Elles ont un commissionnement. Chaque vendredi, au fait, elles sont payées. Elles sont payées chaque semaine. Chaque semaine, en fonction, au fait, de leur chiffre d'affaires. Ça les responsabilise par rapport à leur reporting, par rapport à leur tableau. On leur apprend vraiment à structurer par rapport aux factures. Quand les factures sont complètement mélangées, on leur dit non. Il faut vraiment structurer les factures, bien les ranger, etc. Et elles apprécient parce que déjà, c'est un système d'épargne elle n'avait pas cette visibilité-là avant. Avant, il y avait la voiture qui venait, qui balançait le pain et qui partait. Alors que là, en fait, c'est assez structurant. Elles ont des points de vente qui sont propres. On a même, j'ai même engagé, en fait, maintenant, on a une équipe qualité qui fait le tour, en fait, des points de vente pour être sûr, en fait, que c'est propre, c'est clean, c'est bien rangé, qu'il n'y a rien qui traîne, etc. Et au Sénégal, sachant qu'au Sénégal, c'est un défi de pouvoir, en fait, avoir le même standard. Et on arrive à y arriver. On a vraiment beaucoup appris. On continue d'apprendre pour encore mieux se structurer. Et au-delà, en fait, d'avoir une boulangerie anonyme, c'est une personne qui a la boulangerie, point final, on vient, on achète nos produits, on part. Et là, on crée vraiment un lien entre, en fait, communauté et on a une clientèle très diversifiée. On a aussi bien, en fait, des Sénégalais lambda que des étrangers. Ça veut dire, en fait, qu'en termes, en fait, de qualité, les gens s'y retrouvent aussi. Et en termes de diversité, également, on s'y retrouve. Non, tout à fait. Il y a vraiment, en fait, je pense que c'est quelque chose, c'était une attente qui était commune aussi, quelles que soient les communautés, que ce soit la classe populaire, que ce soit la classe aisée, etc. Parce que pour la classe populaire, je pense qu'économiquement, c'est des pains qui sont beaucoup plus accessibles, abordables, qui sont plus consistants, qui ont des propriétés nutritives qui sont beaucoup plus intéressantes.
Pour une autre classe, en fait, ce qu'ils vont rechercher, c'est en fait maintenant ce réveil en fait en termes de consommer local, le fait justement de se rapprocher de ce qui est fait en tout cas au Sénégal pour soutenir notre économie. Donc finalement, chacun s'y retrouve. Et pour les dames, en fait, je pense que c'est vraiment l'image que tu as prise au départ de la dame qui vend en fait son amé au coin de la rue. Cette dame-là, en fait, quand on la trouve sur sa table et qu'on lui donne un petit coup de pouce, on voit en fait les bons extraordinaires qu'elle peut faire. Et je pense que c'est ce qui se passe en fait au niveau du réseau Mourou, c'est qu'en fait, il y a en fait un leadership qui est apporté à ces femmes-là en leur disant non, vous êtes capable d'évoluer, nous allons vous montrer que même si en fait vous pensez que le digital, vous vous êtes dépassé par rapport à ça, c'est possible parce que regardez, et finalement ces femmes sont extrêmement intelligentes et comprennent très vite où est leur intérêt. Et je pense que tu l'as dit en fait. C'est des femmes d'affaires. Elles vont voir chaque semaine. Elles regardent sur le téléphone. Elles comptent très bien. Donc elles comptent très bien. Regarde sur le téléphone et disent c'est ça que j'ai vendu. Non, qu'est-ce que je vais faire là pour que demain là les gens en fait achètent un peu plus dans ma rue. C'est une gestion par objectif. Gestion par objectif, une gestion de proximité. Donc, ces femmes-là vont faire aussi un lobbying local, un micro-lobbying local, chacune à son niveau, pour faire en sorte que sa communauté à elle adhère, en fait, en leur disant, OK, non, il faut venir acheter le mourou chez moi, il faut venir acheter le mourou chez moi. Et on voit là la chaîne de valeur qui est vraiment extraordinaire qui se construit. Et aujourd'hui, est-ce que, par exemple, en parlant de chaîne de valeur, ce réseau-là, en partant des femmes qui transforment le mil, qui transforment le maïs, le nébédaï, etc., jusqu'à celles, en fait, qui revendent, et les jeunes filles que tu fais travailler, en fait, en production, parce que ça, on va y revenir. La nuit, non, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais le réseau aujourd'hui, à quelle taille? Vous êtes combien de femmes en tout, en fait, quand tu mets tout bout à bout? Alors, bout à bout, moi je dirais une soixantaine parce que il faut voir en fait qu'on a le côté transformatrice. On a les transformatrices qui également viennent d'un peu partout. Et ce n'est pas juste au fait de la matière première parce qu'au niveau au fait des boutiques, on a des produits complémentaires. Là, par exemple, juste derrière, vous allez voir en fait des étals, des confitures qui nous viennent. Je vais faire un clin d'œil au confiture de Minde Mangoné, parce que c'est une amie en fait, qui expose ici à You. On a des cacahuètes avec Sylvie, donc l'Élise de Lisa, on a du miel qui vient de Casamance, on a des sirops. Tout ça, en fait, ce sont des producteurs, des productrices en fait, qui font vraiment en fait, la différence, chacun de son coin, dans son coin. Et là, en fait, le concept de Mourou est vraiment beaucoup plus large parce que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment un système qui apporte en fait, en un seul endroit en fait, de la visibilité par rapport à des produits qui sont complémentaires. Et ces produits-là, au lieu d'aller juste au supermarché, quand on vient le matin, on achète, on peut prendre notre tangal, on peut prendre notre cacri, parce que, et tout ce qui est en fait, sirop, tout ce qui est miel, tout ce qui est thé, quinquiliba, bissacho, voilà, et j'en passe. Et ça apporte vraiment une ambiance de café qui est assez intéressante et assez complémentaire. Et ça engage plus qu'au fait de venir juste acheter son produit et partir. Alors, il y a un storytelling qui est également en fait intégré et qui impacte vraiment. Et donc, on comprend, enfin, vous êtes étendu, ça fait combien de temps? 2000 L'année dernière. La première boutique? L'année dernière. L'année dernière. On a commencé en octobre de l'année dernière. Donc, tout juste un an, en fait. Tout juste un an. Donc, un an après, c'est 60 femmes qui sont dans ce réseau et de manière exponentielle, en fait, ça va se développer parce que tu travailles en amont avec les GIE de femmes qui transforment jusqu'en bout de chaîne où tu fais, en fait, tu travailles même sur de l'insertion. Et c'est là aussi je voulais en venir parce que je vois que souvent, en fait, ici, dans la boutique, on ne les voit pas parce qu'elles sont en train de s'activer en arrière-boutique derrière. Alors, c'est une petite armée de jeunes filles, mais je te laisse en parler parce que moi, j'ai été impressionnée la première fois que je suis rentrée là-dedans. Je m'attendais à avoir des hommes, mais il n'y a que des femmes, Alors, pourquoi? Comment ça se passe derrière? Parce qu'en plus, il fait extrêmement chaud derrière. Chaud à l'intérieur. Mon Dieu! Avec le four et tout ça. Donc, pourquoi aussi ce choix-là, voilà, cet engagement-là jusqu'au bout, en fait, même si on estime que c'est des métiers pénibles, que les femmes, les jeunes filles et les femmes ne sont pas capables, mais tu arrives à le faire. Et aujourd'hui, la preuve en est que, en fait, tous les pains qui sont fabriqués dans le réseau Mourou sont fabriqués par des femmes.
Alors, je ne suis ni sexiste ni féministe, hein, mais je dois avouer au fait que les femmes, en général, lorsqu'on travaille avec des femmes, c'est beaucoup plus structuré. Les femmes sont très structurées et elles font beaucoup attention aux détails. Beaucoup attention aux détails. Et il se trouve au fait que lorsque j'ai commencé à constituer l'équipe, bon, on a commencé avec une ou deux jeunes filles. Certains avaient le niveau, elles avaient déjà le CAP, d'autres n'ont pas le niveau. Donc, au fait, par exemple, au niveau de l'équipe, on a une personne au fait qui ne sait ni lire ni écrire. On en a en fait qui a un niveau au fait de CICP et qui sont voilà, maintenant des jeunes dames hein, qui ont 25 ans, 30 ans. Donc, à l'époque, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles étaient chez elles, voilà, classique. Donc, voilà, et puis elles étaient avec les copines, etc. Mais elles voulaient vraiment un métier parce que les temps font que maintenant, en fait, tout le monde, les jeunes filles veulent vraiment en fait avoir un métier, avoir leur salaire et pouvoir en fait justement aider les parents et être indépendantes en fait financièrement. Et ce qui se passe, c'est que dans ces formations-là, surtout au niveau des régions, on a beaucoup au fait d'hommes qui sont employés parce que pour eux, en fait, c'est la force physique, etc., les sacs de farine, etc. Et donc, et les femmes, au fait, le plus souvent, sont laissées en rade. Elles sont peut-être un peu en pâtisserie et tout, mais en boulangerie, pas trop. Voilà. Et celle que j'ai prise, en fait, celle par exemple qui dirige en fait, l'équipe de boulangère la nuit, elle a à peu près 29 ans, mais elle avait en fait une formation, elle a commencé très petite, hein, elle avait une formation. Les hommes avaient été pris, les jeunes hommes avaient été pris en fait, au niveau de la formation, mais les jeunes femmes ont un peu moins quand même, c'est un constat, de chance d'être pris au fait, dans ce type de métier-là. Et pour moi, elles sont très structurées, elles sont très organisées. Donc, on a commencé comme ça. Et là, maintenant, on a un pool, au fait, quand même, on est presque une quinzaine, hein, entre le volet commercial, le volet production. On a maintenant également la section qualité qui fait, au fait, des tournées. Donc, voilà, donc on commence à grossir pas mal. La dernière fois, je faisais une réunion d'équipe. La pièce était pleine, je me suis dit, je ne me suis pas rendu compte en fait, qu'on est rendu là. Comment on s'est multiplié comme ça là? Du coup, oui, mais ça fait plaisir parce que quand même, ça apporte une belle cohésion et c'est une belle équipe constituée en fait, de jeunes femmes en fait, très courageuses qui se battent en fait, au quotidien. Parce que ce sont des métiers en fait, qui demandent en fait, vraiment de se dépenser et d'être très engagés également. Il n'y a pas d'heure. Moi, là où en fait, je donne la palme, c'est comme je dis le jour de la tabaski, où en fait, tout le monde est là en train de cuisiner et tout. Les femmes d'habitude sont fatiguées. Et la nuit, elles devaient bosser. Parce que, en fait, justement, le lendemain de la tabaski, les gens, voilà, la vie continue, il faut travailler. Donc, nous, en fait, il y a beaucoup de fêtes au Sénégal, mais nous, on travaille continuellement, même les jours de fête. Donc, oui, parce qu'encore une fois, le pain, c'est tous les jours. Tous les jours. Et donc, il n'y a pas de week-end, c'est 7 jours sur 7. Ce sont des métiers qui sont très durs. C'est peut-être pour ça, en fait, que, voilà, on dit le plus souvent, c'est les hommes. Et donc là, elles ont travaillé toute la journée chez elles et tout, dans les marinades et tout. Mais le soir, elles devaient travailler ici à la boulangerie. Le lendemain, à l'aube, je leur ai dit alors, elles me disent vraiment, on a eu le courage vraiment de tenir debout, mais vraiment, c'était hyper dur, c'était très difficile. Et franchement, à encourager parce que voilà, elles sont non-stop et puis elles peuvent être à la production, voir en fait que voilà, on a des décalages au niveau du commerce, du volet commercial et jumping. Donc, bonne équipe. Non, c'est vraiment une fierté et je pense qu'en fait, il y a une vraie, culture d'entreprise qui est en train de se construire en fait. Et il y a une vraie adhésion aussi de tout le monde à cette vision que tu as de ce projet-là de Mourou. Et je pense qu'en fait, on n'en est qu'à la première étape, c'est le tout début parce qu'on rappelle encore, vous avez juste 1 an. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Je vois que là, tu es en train de développer un point de snacking. Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui. Donc là, en fait, on va faire un peu comme au Subway. Donc, on vient, on s'amuse encore. On va choisir en fait quel type de pain on prend. Le pain de mil, le pain de maïs, le pain de sorgho, le pain en fait même moringa, etc. Et on choisit leur stuffing. Donc, on choisit ce qu'on met à l'intérieur. Donc, ce qu'on met, en fait, vraiment, on utilise du fognon, on utilise, en fait, du poisson fumé, on utilise
du namé version sauce boulette, voilà, des choses en fait un peu décalées. Pain boulette, mais à namé, machin. Pain boulette en namé, dans du pain au moringa, voilà. Dans du pain au maïs, des choses comme ça. Non, non, c'est extraordinaire. Avec du fromage, vraiment, en fait, quand on met au fait, le fromage le fromage tranché comme voilà, à l'étranger, on le met au four et ça sort, et puis vraiment... voilà, on se prend en fait, on veut déstructurer en fait ce business de manière à ce qu'on voit en fait que ça peut être vu d'une manière assez innovante et assez fraîche. Et aussi, pour juste appuyer ce que tu dis, moi, ce que je trouve aussi important, c'est ta façon, en fait, tout le temps systémique de fonctionner. C'est-à-dire que tu as de vrais partenariats aujourd'hui pour les fournisseurs. On voit derrière les confitures, etc. Mais aussi, je pense que même, on a la chance en toi, qu'on est en dehors de Dakar, d'être plus près des producteurs. Tout à fait. Il y a des producteurs il y a des producteurs de fromage sénégalais. Ouais. Il y a vraiment, en fait, plein de choses qui vont être intégrées, en fait, en termes de partenariat, en fait, avec un impact économique très, très intéressant. Beaucoup plus direct auprès des producteurs. Et donc, d'avoir en fait le producteur de fromage de chèvre de Ngaparou qui va proposer cela dans les sandwichs en fait au réseau Mourou, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en région, on est beaucoup plus proche au fait de la matière première. Donc, on a ce luxe de pouvoir bien choisir en fait sa matière première qui sied par rapport au produit final. Donc, c'est quand même les gens qui viennent en fait de Dakar et qui découvrent, etc. Je ne savais pas que ça, on peut l'avoir parce que, bon, Dakar, c'est très vaste, c'est la capitale. Hein. On respire mieux en région, mais également le choix en fait, qu'on a par rapport aux matières premières. Ça, pour moi, c'est quand même une chance parce qu'on est beaucoup plus proche. Voilà. Tout à fait. Et donc là, on va aller sur des questions qui sont peut-être un peu plus personnelles. Parce que je vois qu'on a un message en fait dans Facebook qui demande en fait comment vous faites tout ça, 5 heures du matin, 23 heures. On suppose que tu es marié, tu as des enfants. Comment tu fais? Et est-ce que c'est facile en fait? Comment ça se passe? Bon, c'est un métier au fait qui est très difficile. J'espère que je ne vais pas développer de l'arthrite d'ici un an ou 2 ans. Mais ça se passe dans la tête, ça c'est de un. Il faut être très... quand on dirige en plus un mouvement, il ne faut pas faiblir, il ne faut pas en fait avoir cette fatigue physique, même si de temps en temps on peut l'avoir. Mais c'est extrêmement important, surtout dans un début, d'être très strong dans sa manière de faire et d'être très structuré aussi et de s'organiser. Ça c'est de un. De deux, c'est vrai que pour la vie de famille, il faut vraiment s'organiser aussi. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un partenaire en fait, qui est à mes côtés et qui est vraiment très, très compréhensif. Non, mais on ne va pas dire un partenaire. Un partenaire. C'est quoi ça? Depuis 15 ans. C'est un mari, c'est un époux, un naoulé, voilà. 15 ans. Donc, qui est vraiment présent, qui est là. Qui est vraiment mon coach mental. Donc également, en fait, voilà, des enfants qui comprennent un peu mon rythme voilà, de travail. Donc, c'est vrai que quand on est une femme et qu'on doit contrebalancer avec ça, ça peut être un peu compliqué. Mais comme j'ai dit, c'est dans la tête et puis il faut se structurer, il faut s'organiser. Et puis, quand on a une vision également, c'est extrêmement important en fait, d'être assez conséquent par rapport à cette vision-là. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais on est motivé et je vous assure que même lorsqu'on a des moments où on est down, ce sont les dames du réseau qui, en fait, vous appellent et qui, en fait, justement, elles sont tellement dans elles sont au taquet, quoi. Elles sont au taquet. Donc, même, en fait, quand, par exemple, on a une après-midi où on veut parfois se reposer, etc., on a une vraie relation de travail qui s'est développée et que vraiment je valorise beaucoup parce qu'elles sont extrêmement professionnelles. C'est incroyable la relation en fait, de travail qu'on a avec les dames de réseau. Et là, maintenant, en fait, on se structure de plus en plus. Et pour moi, ce qu'on est en train de construire, c'est quand même quelque chose qui est assez innovant. Il faut le vivre, en fait, vraiment, pour vraiment, en fait, voir en fait, que ça marche réellement.
Et oui, la vision, ce serait vraiment en effet de pouvoir s'étendre et avec les partenaires, on y arrive quand même, on commence à y arriver pas mal. J'aimerais au passage saluer en fait, les partenaires qui nous ont beaucoup aidés dans l'aventure depuis un an. Donc, on a eu d'abord le PNUD voilà, qui nous a vraiment énormément en fait, aidés. Et on a également la GIZ, qui nous aide également dans l'implantation en fait, des points de vente dans toute cette zone-là. Donc, de Somone, on va polariser de Somone d'Aparou, Ngeli, Kamman, Guerfort, Nioror, Gandigal, c'est quand même de belles zones. En fait, oui, tout à fait. Où on va quand même commencer à s'implanter. Et on a le visuel de Dakar aussi. Où en fait normalement ce sera l'année prochaine parce qu'on a quand même de la demande de Dakar. Oui, je confirme qu'il y a beaucoup de gens qui passent des commandes le week-end ici en fait pour se faire livrer jusqu'à Dakar en fait. Parce qu'effectivement, à part peut-être les pionniers 1000 maïs, je ne connais pas en fait d'autres structures qui proposent en fait une offre comme ça de pains locaux à Dakar, malgré les centaines de boulangeries qu'on a en fait, avec des fois des boulangers en fait on va dire de 4-5 étoiles, mais ils ne proposent pas en fait cette recherche-là d'innovation locale. Bon, en fait, c'est facile d'avoir un magasin et d'avoir des produits. Hein. Tout le monde a un magasin et des produits. Mais il faut également savoir créer en fait, un storytelling, une ADN par rapport à son business. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est propre à chacun. Sinon, chacun peut venir ouvrir en fait, sa boutique, avoir ses produits, etc. Mais l'ADN, il y a quelque chose, en fait, un storytelling qui est extrêmement important à graffer et qui fasse au fait que les gens ils voient un peu plus que le produit. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on veut en tout cas construire une marque, c'est important en fait d'avoir au-delà en fait, d'un produit, il faut avoir un storytelling et que les gens puissent vraiment se connecter avec ce que vous faites. Et comme j'ai dit, c'est pas venir et se dire en fait c'est la boulangerie de tel X, Y, point final. Non, là on crée au fait un mouvement communautaire et un engagement. Et vu au fait que les dames en fait ce sont des petites franchisées. Donc chacun en fait une fois en fait qu'on a le point de vente en fait qui est installé, la personne elle doit développer son business et nous on donne des outils pour pouvoir en fait mieux développer le business. Donc par exemple là on a des sessions de formation en technique de commercialisation, en culture d'entreprise, en entrepreneuriat, de self-motivation. Et elles n'avaient pas l'habitude d'être dans des salles de séminaire où, en fait, vraiment, on leur parle de business. Mais là, on a réellement, en fait, quelque chose parce qu'on se rend compte que non seulement, parce qu'elles étaient déjà, en fait, elles avaient déjà leur clientèle, mais c'est juste qu'il y a certains outils qui n'étaient pas forcément intégrés. Et maintenant, en fait, lorsqu'on leur donne un reporting et qu'elles voient en fait comment gérer leur business et qu'on leur dise, OK, voici la catégorisation, parce qu'on a également une catégorisation. On est d'abord Linger, step 1, puis ensuite on est step 2, on est Jongoma, et step 3, on est vidéo. Donc, en fait, il y a une progression au niveau du point de vente qui fasse au fait qu'on oscille entre vidéo et Jongoma. Et ou Linger, donc les trois, on sache en fait dans notre point de vente qu'est-ce qui est composé avec quoi. D'accord. Donc il y a également quand même, et ça leur donne une vision en se disant, ok, moi j'aimerais en fait être à ce stade-là, il faudrait que je fasse ça pour développer mon business model. Et donc il faut donner des outils à travers des séminaires pour vraiment encore co-construire, sachant en fait que cette co-construction-là va faire en fait que l'implantation va être beaucoup plus engageante que si en fait la personne elle venait juste elle déposer et ensuite la personne se débrouille. Ouais. Et donc là, vraiment, tu leur proposes un plan de développement. C'est-à-dire que vraiment, moi, ce que je vois, c'est que tu as repris des codes. Il y a beaucoup de choses qui existaient déjà. Voilà. Des codes formels. Dans un monde informel. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Des codes formels qui existaient déjà dans des grandes success stories de franchises, de réseaux, etc. Que tu es venu, en fait, adapter au monde informel. À notre sauce. À notre sauce. Et ça, je trouve que vraiment, c'est un vrai tour de force. Et on voit que ça marche. Ça veut dire qu'en fait, il fallait faire un peu comment dire, aller justement, titiller le cerveau, un peu les neurones, pour aller jusque-là, que seulement parce que tu aurais pu en fait ouvrir juste ta boulangerie à toi.
ok? Tu aurais pu ouvrir ta boulangerie à toi, vendre ton pain, etc. et t'arrêter à ça. Mais vraiment, en fait, il y a une approche qui est à terme, qui est beaucoup plus intéressante en termes en fait de massification en fait de l'activité que si seulement tu étais parti avec ton point de vente que tu allais essayer de dupliquer 5, 10, 15, 20 fois. Donc là vraiment chapeau sur ça. Et j'aimerais justement si tu avais une fierté en tout cas par rapport à ce réseau-là, d'une histoire d'une femme en particulier que tu aimerais nous partager. Bon, là, en fait, j'aimerais parler au fait de d'une des pionnières en fait avec qui j'ai démarré le réseau. Elle a à peu près 60 ans. Nous, en fait, ça varie de 19 ans à 60 ans. L'équipe de France, parle plus fort. 19 ans à 60 ans. Donc, la dame, en fait, elle s'appelle Hadi Faye. Et elle a à peu près elle a fêté ses 60 ans en avril. Ok. Et donc, mais sauf qu'elle elle vendait le Neki depuis presque, depuis plus de 30 ans en fait. Okay. Donc, elle avait eu un kiosque, etc. Mais bon, depuis 30 ans, c'est une guerrière. C'est elle, au fait, qui gère la GIE au fait de Cameroun d'ailleurs. Et elle est tout le temps, même malgré son âge, elle a 60 ans, elle est devant l'ordinateur pour voir en fait les projets, envoyer des mails, etc. Et quand on la voit taper, c'est trop marrant. Parfois, parfois quand c'est sur Excel, elle a un blocage, elle m'appelle, non, mais ça me fait un truc erreur, il faut que tu viennes. Et du coup, mais c'est une dame en fait qui est très admirable, qui est très droite dans ses bottes, dans ses tiaras. Et avec qui, au fait, j'ai commencé. Elle avait la GIE, mais elle avait sa table, une table, fait vraiment en bois, hein, comme on voit, avec vraiment une nappe. Et elle a commencé comme ça. Quand je lui ai parlé, au fait, de l'idée, elle a tout de suite embarqué. Et maintenant, elle a été la première, au fait, à avoir un dépôt. Et dans son dépôt, voilà, c'est à nos couleurs, avec le logo, etc. Et c'est structuré avec là où elle met son pain. Et donc, rien que ça, le fait de sortir en fait, de ce canevas-là, d'être sur sa table, mais maintenant qu'elle soit dans un dépôt fermé, et avec de belles couleurs, et qui fasse le fait qu'elle arrive à développer son business et d'avoir en fait, des revenus au fait, hebdomadaires qui sont fixes, c'est quelque chose au fait, qui, à chaque fois, elle me dit que ça a réellement en fait un impact. Et comme j'ai dit, c'est différent de lorsqu'on a juste la boulangerie à soi-même. Là, on est dans une société. La société africaine est faite de cette manière-là. On a toujours des tatas, des nièces, des jeunes filles. Moi, à chaque fois que les gens viennent me voir, ils me disent, mais justement, moi, j'ai une cousine, elle ne fait rien. Donc, voilà, elle aimerait bien en fait avoir elle-même son business. C'est pas comme si la personne elle est employée. Non, c'est un contrat en fait de partenariat qu'on a pour en fait te développer en fait ton point de vente si vraiment ton point de vente a de la potentialité et te donner des outils pour vraiment mieux développer, mais tout ça sous une enseigne qui soit structurée, qui soit cadrée, où en fait moi je suis extrêmement très chiffre en fait de par ma formation, donc ça facilite beaucoup par rapport à une certaine structuration selon en fait les objectifs par chiffre d'affaires, par zone géographique, la gestion en fait du coût matière. C'est extrêmement important quand même de pouvoir gérer ça parce que sachant en fait que les marges sont extrêmement faibles, très faibles. Très faibles. Et donc il faut vraiment bien gérer en fait cette structuration des coûts-là. Et donc, mais dans notre société, c'est bien lorsque la personne sent qu'elle n'est pas employée, elle se gère. C'est ça pour gère, en fait, elle est vraiment dans son point de vente. On lui donne des outils pour renforcer ça. Et là, ça fait au fait qu'elle a encore plus de niaque pour vraiment en fait, y arriver, plus de niaque pour pouvoir développer son business, parce qu'elle le fait pas, elle le fait pour elle-même, elle le fait pour en fait ses enfants, elle le fait en fait pour voilà son indépendance financière et elle le fait parce qu'elle s'y retrouve aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut co-construire et si on attendait ça de l'État, pour moi, on n'aurait pas cet impact-là. Ça doit être quelque chose qui fasse que c'est des femmes qui s'interconnectent, qui s'apportent des choses, l'une par rapport à l'autre, qui apprennent à s'organiser en chaîne, parce que notre société, de toute façon, la société africaine est faite de cette manière-là, et qui puissent apporter justement pour pouvoir développer chacun son business.
Et comme je le dis encore, que ce soit au Liban, comme dans les pays asiatiques, je pense que c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Pour ça avance, c'est pas une seule personne qui avance, c'est un groupe de personnes qui avancent. Et honnêtement, même si on allait à Louga ou à Kaolack, etc., c'est pas moi qui vais venir pour avoir un casse-tête et gérer au fait la marque là-bas, non. C'est une personne qui a notre profil et qui a les mêmes idéologies que nous et qui veut vraiment développer un réseau comme ça avec le même grain, sachant que nous, en fait, on a un réseau en fait, de partenaires internationaux qui commencent à adhérer et qui nous donnent plus de force en fait, pour pouvoir adhérer à cette mouvance-là et qui coûte moins cher que si la personne se dit, moi, je vais le construire moi-même dans mon coin. Donc, nous, en fait, voilà, il y a des facilités qui font en fait que les partenaires vont aider dans les implantations et donc, ça coûtera moins cher et puis même en termes de logistique, etc. Et dans cette logique de co-construction-là, moi, je pense qu'on va mieux y arriver que si, voilà, chacun le fait dans son coin. Tout à fait. Et on salue Sabrina qui dit effectivement en commentaire que c'est en fait la force du réseau, que chacune apporte à l'autre ce qu'elle fait de mieux en fait, et du coup on est complémentaires. Alors Khadi qui nous dit que elle décrypte vraiment le module vision, valeur, vision, mission. Voilà, parce que dans le cadre de ce programme-là, Lumière Digital Academy, nous formons les femmes aussi à, comme il se le disait, cette notion de vision d'entreprise. Pourquoi c'est important? On les forme aussi à bien décrypter leur vision, à bien l'identifier et justement construire maintenant, la structure et maintenant construire justement toute la structure de l'entreprise autour en fait de cette vision-là. Et ça, je pense que moi, je voulais vraiment qu'il se nous partage ça parce que en termes d'inspiration, c'est extrêmement fort. Tu travailles, ce que tu fais, c'est du leadership, tu fais du lobbying, tu fais en fait de l'intégration, tu fais en fait tu fais de la formation, tu fais plein de choses. Et je pense qu'en fait, tout ça est lié justement à cette vision-là que tu as de ce réseau Mboro. Mais juste avant de finir, moi, j'ai deux dernières questions par rapport à justement cette vision-là, mais un peu plus loin. Aujourd'hui, actuellement, en fait, tu as déjà une première année extrêmement intense. Je pense qu'il y a un petit bilan que tu peux faire, aussi bien toi en tant que ISE et en tant que aussi entrepreneur à la tête de ce réseau-là. Quel bilan, en fait, tu ferais aujourd'hui? Et ensuite, l'autre question, ce serait de nous dire, justement, tu en es où, en fait, justement, de cette vision? Tu penses que ça va prendre plus de temps? Comment tu penses que l'avenir, même si dans ces temps-ci, parler d'avenir, c'est un peu compliqué, on a compris qu'il ne faut pas trop se projeter. Mais voilà, moi j'ai envie d'avoir un peu ton bilan de cette première année. Quel est ton sentiment? Bon, moi je suis extrêmement non seulement satisfaite, mais surtout je rends grâce à Dieu parce qu'il y a certaines choses qui se sont passées dans l'année. Pour moi, il y a une petite touche. Il y a une main secrète là. Voilà, il y a une main secrète voilà, qui était dans la recette et qui nous a vraiment beaucoup. On a eu pour moi une belle première année. C'était difficile, mais ça aurait pu être beaucoup plus difficile, sachant en fait qu'on était dans un contexte de Covid. On ne va pas dire en fait que voilà, c'était vraiment voilà, tout rose, hein. Non, pas du tout, parce que en fait, c'est très difficile en fait, de pouvoir en fait, structurer un réseau comme ça. Mais comme j'ai dit, la création de cette chaîne de valeur-là donne beaucoup de promesses. Et on commence à voir, on voit en fait justement cette connectivité avec notre société, avec notre manière de fonctionner, avec notre économie, qui fasse au fait réellement en fait qu'il y a beaucoup au fait justement de promesses et d'avenir, je pense, pour ce réseau-là. Et vu que la vision n'est pas égoïste, vu que c'est une vision en fait qui est englobante et où en fait on va vraiment structurer et s'appuyer sur de grands en fait je pense au fait des parties qui vont vraiment appuyer au fait le mouvement de manière à ce que justement on puisse de plus en plus au fait grossir et avoir en fait des femmes en fait leaders qui puissent justement gérer canaliser au fait ces réseaux-là, mais toujours de manière structurée, toujours dans un cadre, toujours dans un carré, parce que ça doit, c'est comme ça que ça marche. Lorsqu'on va en fait à l'étranger,
et qu'on voit en fait que certaines boutiques qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest marchent avec les mêmes tempos, la même manière en fait de faire, c'est pas pour rien. C'est pour vraiment pouvoir bien structurer ça. Ça fait au fait que même les gens qui ne sont pas du domaine et qui veulent rentrer dans le domaine, elles peuvent tout simplement en fait le faire et on leur donne des outils pour pouvoir vraiment y arriver et pour pouvoir vraiment développer en fait leur business. C'est comme ça de toute façon qu'on va y arriver. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la dernière question, elle est là aussi, c'est par rapport à ce réseau Mourou dans 10 ans, dans 20 ans, 50 ans, c'est quoi en fait? Bon, si je suis très prudente le plus souvent dans les projections. Ça, c'est le côté financier. Non, mais ça, c'est la vision. Comme parce qu'on commence toujours par, en fait, où est-ce qu'on veut arriver et après, on pose les jalons. Là, toi, en fait, voilà, je reformule la question. Où est-ce que tu veux arriver? Peut-être que ce sera dans 5, peut-être que ça va prendre 30 ans, on n'en sait rien du tout. Mais c'est quoi, en fait? Où est-ce que tu vas arriver? Bon, si au fait on arrive à avoir en fait des boutiques, une boutique par région du Sénégal, déjà ce serait un bel accomplissement. Dirigé par des femmes ça c'est pas beaucoup. Une boutique par région. Non. Tu vas me dire que dans toute la région de Kaolack, il y aura une boutique. Non, mais qui dit non, attention, en fait, la boutique, elle polarise les points de vente. Ah, donc il y a un réseau. Voilà, donc c'est le réseau. Chaque boutique, normalement, a 10 à 15 Comme ici, en fait, cette boutique-là satellite sur plusieurs points de vente. Ce sont des boutiques satellites. Voilà, ok. C'est les boutiques satellites. Ce sont en fait des franchisés. Et donc ça il y a un réseau régional. Enfin, pour chaque région, il y aura un réseau Mourou. Ce serait vraiment top si on pouvait avoir ça avec des femmes leaders, des femmes structurées, des femmes qui justement pourront développer en fait cette vision-là, qui vont également s'y retrouver de par leur épanouissement professionnel, personnel, mais qui puissent également inclure ce volet création en fait d'emploi et qu'on puisse réellement, au-delà en fait de l'aide de l'État, qu'on puisse vraiment réellement construire, co-construire quelque chose qui fasse que le pain ne sera plus consommé en boutique, vraiment de manière aléatoire, mais qui soit vraiment consommé dans des environnements qui soient sains, qui soient hygiéniques, où au fait réellement, en fait, le Sénégalais lambda va s'y retrouver également en termes gustatifs, en termes nutritifs. Et donc, ce serait vraiment en fait une belle vision. Moi, je pense que si on arrive à l'accomplir, ce serait bien. Mais moi, je pense que déjà, juste en fait, prochaine région, c'est Dakar. Hein, voilà, prochaine région, c'est Dakar. C'est Dakar parce qu'il y a déjà, même sans que tu sois présente là-bas, il y a une forte demande en fait que tu ressens et qui est là parce que les gens en fait qui sont soit de passage ici achètent du pain pour amener sur Dakar ou en fait ils en commandent pour se faire livrer sur Dakar. Mais moi, je pense que aussi sur Dakar, il y a vraiment un marché de reconversion de toutes les dames qui vendent en fait des qu'on les transforme, en fait, qu'on leur apporte cette valeur supplémentaire pour leur permettre, en fait, d'améliorer justement ce point de vente-là en ajoutant, en fait, le concept Mourou, tout en les laissant continuer, en fait, à vendre tout ce qu'elles faisaient, en fait, dans leur quartier. Vraiment, je pense qu'il y a de belles perspectives qui peuvent se développer autour de ça. Bon, en tout cas, moi, j'ai été extrêmement contente d'être avec toi ici. Je salue au passage les Sarènes. J'ai fait le stock pour vous. Les Ndiobènes. On a fait le stock et on va vous amener ça, en tout cas, partout où vous êtes. Je laisse juste se dire un dernier mot de conclusion avant qu'on vous dise bon week-end. Voilà, donc je vous remercie de votre attention durant cette heure qui est passée très, très rapidement. Ouais, hein, finalement. Et donc, juste dire en fait que la base en fait de toute société, c'est vraiment en fait un esprit en fait d'engagement, de patriotisme. Je pense que c'est extrêmement important. C'est le socle en fait de l'économie, le patriotisme. Et ce patriotisme-là entre en fait dans des secteurs qui sont très basiques. Prenez l'agriculture, prenez en fait certaines industries qu'on doit pour moi en fait restructurer par nous-mêmes en essayant en fait tout simplement de ne pas le faire chacun de son côté, mais également en fait de pouvoir adhérer à un seul et même objectif pour pouvoir en fait l'atteindre. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on se doit de plus développer en fait, au Sénégal pour pouvoir justement atteindre
des résultats encore beaucoup plus significatifs. Donc, je pense, en tout cas, on pense y arriver en fait avec le réseau Mourou. L'avenir nous le dira. Mais je pense que si on arrive justement à atteindre ne serait-ce que 50 ou 75% en fait de cette vision-là, et qu'on puisse justement construire une marque nationale où chacun en fait puisse s'y retrouver, déjà en fait ce serait une belle success story qu'on pourra justement en fait partager avec Merci beaucoup, Isse. Et encore une fois, merci de nous avoir reçus au sein de la boulangerie Mourou au niveau de Ngaparou. Alors, je vous rappelle que ce talk, en fait, était dans le cadre du programme Lingala Digital Academy, puisque aussi Isse est la lauréate du Lingala Digital Challenge cette année, parce qu'elle a réussi justement à apporter le digital au sein en fait de son organisation, qui est aujourd'hui un vrai en fait facilitateur qui lui permet de gérer les commandes, de gérer le réseau auprès de ces femmes, et des fois même des femmes qui ne sont pas instruites, qui arrivent justement grâce au digital, aux commandes vocales, donc une application extrêmement innovante qui peut prendre de la voix, puisque les femmes puissent passer leurs commandes pour avoir leur pain livré le lendemain matin dans leur point de vente. Donc, c'est grâce en fait à cette application-là et cette intégration du digital dans son activité qu'elle a réussi à gagner ce prix cette année-ci. Et il y en a plein d'autres. Je pense qu'on aura l'occasion de présenter plein d'autres belles histoires comme celle aujourd'hui de Isse avec le réseau Mourou. Donc, moi, je vous remercie. C'était Serena Boucham pour Smart Ecosystem for Women. Et je vous donne rendez-vous prochainement un autre samedi pour un talk inspirant avec Lingala Digital Academy. Merci beaucoup et bon week-end. Bye bye. Et yo balé len mburu bu doy pour le magal là. Au revoir tout le monde.